Salut, moi c'est Bardam. Bon, j'arrive un peu après la mêlée, mais comme je suis un cinéphile sans grande originalité, voici mon top 10 des films sortis en France en 2024. Bon, déjà, c'est important de le préciser, comme je l'ai dit en intro, c'est des films qui sont sortis en France en 2024. Donc, il va y avoir certains films qui sont sortis dans les festivals ou dans d'autres pays en 2023, mais ils vont quand même intégrer ce top. Bon, j'ai essayé de mettre un peu de variété, mais ça reste quand même des films pas mal occidentaux. J'ai vu des films, j'ai vu deux films iraniens cette année, c'était Tatami et Les Graines du Figuier Sauvage, qui étaient plutôt des bons films, qui sont pas rentrés dans le top 10, mais voilà, je les mentionne quand même, pour le coup, c'était quand même pas trop mal. Et voilà, j'ai aussi essayé de mettre des films un peu différents de ce qu'on a pu voir dans certains tops. Donc il y aura ni Dune 2, ni Le Comte de Monte Cristo, ni L'Amour Ouf. Hein, déjà parce que beaucoup de monde en a parlé, et puis c'est trois films que j'aime pas. Hein. D'ailleurs, j'en parle par gradient. Dune 2, c'est genre ouais, moyen. Comte de Monte Cristo, pas ouf. Et L'Amour Ouf, vraiment pas terrible. Donc bon, il y aura aucun de ces trois films-là. Je vais essayer de mettre en valeur un peu des films dont on parle un peu moins, ou des films plus d'auteur, voilà, comme ça, peut-être un peu moins vus, mais qui sont de très bons films pour autant. Bon, tout d'abord, j'aurais commencé par des mentions honorables, donc c'est des films que j'ai pas pu rentrer dans le top 10, mais on voulait quand même parler un peu. J'en ai trois. C'était dur parce qu'en fait, il y en a plusieurs que j'aurais pu citer, mais là, je vais vraiment me focaliser sur trois. Donc tout d'abord, il y a l'histoire de Suleiman, qui est un film réalisé par Boris Lojkin. Donc il parle, vous en avez sûrement entendu parler, mais d'un immigré qui vient à Paris et qui travaille en tant que livreur. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la nuance qu'il y avait. En fait, on voit qu'il y a des personnes qui sont toutes issues de l'immigration, mais qu'il y en a certaines qui profitent un peu des autres. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est pas du tout manichéen, c'est pas du tout les méchants blancs contre les pauvres petits immigrés. Il y a vraiment de nuances et ça, c'était vraiment très appréciable. Il y a également Gladiator 2, donc réalisé par Ridley Scott, pas besoin de présenter. Moi, j'ai pas beaucoup aimé le 1, comme vous l'avez vu, bon, ça ne m'avait pas marqué plus que ça. Je sais que beaucoup de gens l'ont apprécié, mais en tout cas, j'ai clairement préféré le 2 parce que je trouve qu'il y a. Ce que j'aime pas dans le 1, il y est encore, que ce soit. Je trouve que certains dialogues sont un peu vraiment forcés, des côtés épiques, des fois il y a des trucs que je trouve un peu ridicules tellement c'est surfait. Mais ce que j'ai bien aimé, vraiment, c'est que là il y a ce côté cynique de la politique. On voit notamment les personnages interprétés par Denzel Washington, qui est formidablement bien écrit. Donc voilà, cet aspect-là j'ai trouvé très très intéressant dans le film. Mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de défauts qui m'empêchent de le mettre dans le top 10. Mais bon, je voulais quand même saluer Ridley Scott, il a 87 ans, quelque chose comme ça, il fait encore des films assez bien écrits, assez réfléchis, et donc rien que pour ça, franchement, ouais, bravo Ridley Scott. Et puis aussi, on voit qu'il en a plus rien à foutre, il se fait plaisir, il y a des effets spéciaux, c'est vraiment abusé. Enfin bon, voilà, on est sur la fin d'un très grand cinéaste, mais donc c'est très appréciable toujours de voir du Ridley Scott, c'est souvent des bons films, mais là, ouais, je trouve clairement que Gladiator 2, c'était pas trop mal, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu dire. Ma troisième mention, c'est May December, réalisé par Todd Haynes. Alors ça, je l'ai vu en début d'année. C'est un film avec Julianne Moore et Natalie Portman. Et en gros, l'histoire, c'est que c'est Julianne Moore, donc il incarne une femme qui est en couple avec un homme plus jeune qu'elle. Elle l'a séduit pendant que lui était mineur. Donc c'est une histoire qui avait fait un peu scandale au moment où ça s'est passé dans la presse régionale. Et donc Natalie Portman, elle, c'est une actrice qui va venir intégrer un peu ce couple pour pouvoir jouer le rôle de Julianne Moore au cinéma. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on voit toute un peu l'ambiguïté de ces personnages, l'ambiguïté de ce couple, qui au final, c'est un couple qui est vraiment inégal. On voit que c'est Julianne Moore qui est un peu en domination au sein du couple par rapport à son mari, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais qui joue pas trop mal d'ailleurs dans le film. Donc ouais, tout ce côté un peu de l'inégalité dans le couple et de cette ambiguïté du fait que ils n'arrivent pas vraiment à se dire, enfin lui en tout cas n'arrive pas vraiment à dire ce qu'il pense. Ouais, tout ce côté-là c'est très intéressant. Puis ouais, l'apport de Natalie Portman qui va un peu bousculer l'équilibre de ce couple, hein, franchement ça, je trouvais que c'était pas trop mal. C'est vraiment pas dans le top 10, mais en tout cas c'était un film assez respectable franchement. Pour ouvrir le top 10, on commence par une légende du cinéma, Clint Eastwood, avec Juré numéro 2. Bon, c'est peut-être pas son meilleur film, en tout cas, c'est vraiment une proposition très intéressante. Déjà, il a réalisé ce film, il avait 93 ans, quelque chose comme ça. C'est impressionnant de réaliser des films
de ce niveau-là encore à cet âge-là. Mais même c'est un film qui va vraiment, donc c'est un film un peu testament déjà, en raison de l'âge du réalisateur, c'est peut-être son dernier ou un de ses derniers en tout cas. Il va vraiment proposer une vision sur la justice, mais sur différents plans en fait. Il va à la fois la justice en tant qu'objet philosophique, donc qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que le vrai, quel est le but de la justice, qu'est-ce qui est juste dans le monde, et aussi sur le plan un peu juridique, mais là c'est comme au niveau de la politique, vous savez que vous avez la politique un peu les grandes idées, puis la politique politicienne avec les gens qui veulent se faire élire, tout ça. Au final, aux États-Unis, on a un peu ce même système, et donc là, c'est le personnage de Toni Collette, qui est une procureure, il me semble, dans le film, et qui est là pour se faire élire, pour augmenter son statut. Et donc, en fait, on a toute cette réflexion autour du mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire des élections de juges, parce qu'en fait, où est la justice là-dedans? Quand vous avez des gens qui sont là pour se faire élire, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir faire appliquer la justice ou faire un peu des coups qui vont les avantager pour pouvoir mieux se faire élire? Donc en fait, cette double réflexion sur le double sens de justice, c'était quelque chose qui était très bien travaillé dans le film et qui était très intéressant vraiment. Bon, et puis il y a quelques imperfections dans le film, mais quand même, ce niveau-là, c'était vraiment pas mal, franchement. En 9e position, j'ai le dernier film que j'ai vu qui est sorti en 2024, c'est 20 dieux de Louis Proposier. Donc ça raconte l'histoire de Toton, qui est un jeune dans le Jura, un jeune homme qui vit dans le Jura. Et en fait, on voit que lui, il est juste là, il veut faire la fête avec ses potes, il veut pas trop travailler et tout. Et qu'en fait, la vie va faire en sorte qu'il va être obligé de se mettre à travailler et à gagner de l'argent et à s'occuper de sa sœur. En fait, il va y avoir la mort de son père qui va vraiment bouleverser totalement sa vie. Et on le voit évoluer, comme ça, il recherche un peu des repères. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va profiter un peu d'une agricultrice dont il va tomber amoureux. En fait, il va voler le lait avec ses potes pour pouvoir faire lui-même son propre comté pour derrière gagner un prix. Et donc, on a tout ce côté-là de double jeu, d'à la fois prétendre qu'il est amoureux. Après, est-ce qu'il l'est vraiment? Moi, je pense que oui, il est vraiment amoureux, mais on voit quand même que malgré tout ça, il continue à lui faire des coups en douce. Et toute cette ambiguïté, tout ce côté, ce double jeu, c'était vraiment quelque chose qui était très bien à voir. Et également le fait de faire appel à des acteurs amateurs, c'est toujours aussi génial. On voit qu'il y a un aspect un peu naturaliste dans le film, moi ce que j'aime beaucoup. Donc oui, franchement, mettez plus d'acteurs amateurs dans les films, ça apporte plus de naturel. En 8, j'ai Le mal n'existe pas d'Hamaguchi. Alors bon, comment dire, c'est un film qui m'a un peu laissé sur ma faim, pour sa fin justement, il y en a beaucoup qui en ont déjà parlé. C'est une fin très ouverte, très énigmatique, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, donc ça laisse au spectateur la possibilité de penser ce qu'il veut, mais bon, voilà. Je ne vais pas m'attarder sur la fin, mais en tout cas, c'est un film déjà avec une très belle photographie qui porte des thèmes assez intéressants, notamment sur l'écart entre la campagne et la ville. Donc on va voir des personnes de campagne qui sont là, notamment le personnage principal qui est là, juste il coupe du bois, il fait sa petite vie dans son coin. Et en fait, on va avoir des personnes de la ville un peu hors sol, des patrons. D'ailleurs, on voit il y a un moment le patron du coup d'une entreprise qui veut s'installer pour faire du glamping. C'est du camping de l'amour, c'est vraiment un truc capitaliste un peu ridicule quoi. Ils veulent s'implanter en campagne, donc là à côté d'où vit le personnage principal. Et d'ailleurs, on voit que le patron de cette entreprise, il communique que en télétravail. Après, il est dans sa voiture, tu vois. Après, ils n'arrivent plus à le joindre, tout ça. Enfin, bon, on voit clairement que en fait, c'est les sous-traitants un peu, des sous-fifres de l'entreprise qui vont aller sur le terrain. Et au final, eux, c'est un peu des prolos, ils font staff parce qu'ils n'ont pas trop le choix. C'est assez intéressant en fait de voir cet écart un peu entre tradition, modernité. Il y a un peu ce côté-là, l'opposition rurale. Urbaine, vraiment ce côté où en fait on a des chefs qu'on voit pas vraiment et puis à côté on a des prolétaires, les prolétaires urbains, prolétaires ruraux qui au final sont des rapports un peu antagonistes dans le film, quand bien même ils sont plutôt proches en termes de conditions de vie, de vision des choses. Donc ça c'était plutôt pas mal comme film malgré cette fin toujours qui laisse un peu à désirer, mais bon, c'était quand même un bon film. En 7e position, j'ai All of Us Strangers de Andrew Hay, film qui a réuni notamment à l'écran Andrew Scott et Paul Mescal. Et en fait, on a vraiment ce côté un peu métaphysique dans le film,
où donc Andrew Scott, qui est le personnage principal, va voir un peu ses parents, mais ses parents qui sont pourtant morts. Et en fait, on va voir tout cet aspect de ce qu'il a jamais essayé de leur dire, ce qu'il a jamais pu leur dire, notamment lié à son coming out, à son homosexualité. Et ouais, tout ce côté-là du regret, des remords, de ce qu'on n'a pas pu dire à ses parents, toute cette communication un peu défaillante, ça va être plutôt bien montré dans le film. Et cette solitude profonde que ressent le personnage principal, qui est moitié en dépression, enfin, totalement en dépression même je pense, ça c'était plutôt bien montré, bien réalisé, et puis voilà, pour ça je le rentre dans mon top 10. En 6, j'ai Borgo de Stéphane Desmoustiers, avec un personnage principal forcément Afsia Herzi, qui est clairement mon actrice préférée, qui l'année dernière a joué dans Le Ravissement, qui était mon film préféré de l'année. C'est une actrice que je trouve vraiment formidable, et d'ailleurs pour ce type de rôle justement dans Borgo, en fait elle joue une nouvelle surveillante pénitentiaire qui va arriver donc à Borgo, donc c'est une prison en Corse. Et on voit qu'il y a toute vraiment l'ambiguïté du personnage, et ça, Afsia Herzi le joue à merveille. C'est vraiment quelque chose qu'elle fait mais à perfection. Et en fait, dans ce film, elle se retrouve un peu prise par des intérêts, et elle va se mettre à faire des choses illégales alors même qu'elle est censée être garante de la loi, puisqu'elle est surveillante pénitentiaire, mais en fait, elle doit surveiller des personnes du grand banditisme corse. Et il y a certains, voilà, parce qu'elle a du mal à s'installer, elle, avec sa famille, et il y a certains détenus qui vont l'aider avec sa famille, donc elle est un peu redevable à eux. Et d'ailleurs c'est tiré d'une histoire vraie, il me semble. Et enfin, vraiment, toute cette ambiguïté du personnage de qu'est-ce que tu es censé faire en fait. Tu sais que tu as des personnes, vraiment, des personnes ouais, du grand banditisme qui font des choses vraiment illégales, et toi tu es censé représenter l'État, tu es censé représenter la loi, et tu te retrouves un peu redevable à eux, et tu es obligé de les aider en retour et de faire des choses qu'ils te demandent. Et ça, ce dilemme moral, il est formidablement montré. La mise en scène de Stéphane Desmoustiers, vraiment, de ce point de vue-là, est vraiment bonne. Et Afsia Herzi joue à merveille ce personnage, quoi. Donc c'est vraiment un très bon film. Et voilà, franchement, le cinéma corse, c'est formidable. Et si je dis que le cinéma corse est formidable, c'est pas un hasard, parce que en fait, mon numéro 5 est aussi un film corse. C'est À son image de Thierry de Peretti, qui suit l'histoire de Antonia, il me semble qu'elle s'appelle. Au début du film, en fait, on voit qu'elle meurt, et après, c'est que des flashbacks sur sa vie. Et en fait, contrairement à Borgo, où ça se passe plutôt dans les années 2010-2020, enfin plutôt à notre époque, À son image, c'est un film qui se déroule déjà sur plusieurs décennies, plutôt dans les années 80-90, à l'époque où les indépendantistes corses étaient assez puissants. Et donc elle, justement, elle vit elle est entourée d'indépendantistes. Donc ça pose des vraies questions sur ce que c'est que le militantisme, parce que au départ, on a des personnages qui sont très hostiles à l'État français et qui vont se retrouver à purger eux-mêmes dans leur propre mouvement. Donc en fait, ça pose des questions sur qui est vraiment l'ennemi au sein du militantisme et quels sont les travers du militantisme. Et c'est très intéressant de voir cet aspect-là. Et également le fait que donc, Antonia, elle, au début, on pensait qu'elle voulait vraiment s'émanciper, et elle se retrouve au final à être photographe et à faire des photos un peu de bas étage, quoi. Enfin, elle réussit pas vraiment à partir comme ça, à devenir une grande photographe. Et donc c'est un peu tragique. Déjà, on est seulement au début, donc on a un côté tragique sur ce qui va advenir ensuite. C'était vraiment très bien. Et voilà, enfin, tout ce côté, ouais, sur l'évolution et de l'indépendantisme corse. Et on voit que peu à peu, il y a des relations qui vont se déliter. Il y en a qui vont partir du mouvement et qui vont plus mener leur vie tranquille, ils vont devenir profs, ils vont construire une vie de famille, tout ça. Et il y en a d'autres qui vont s'obstiner à être ancrés dans le militantisme, et ils vont mal finir, ils vont finir par mourir, quoi. Donc jusqu'où peut aller le militantisme, et quelle est la raison même du militantisme, c'est vraiment la question qui est posée dans ce film. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir mis ça en scène dans le milieu corse. Et d'ailleurs, on a aussi des images télévisées qui viennent. Donc moi, je trouve ça assez intéressant aussi de mêler un peu film et documentaire. Donc voilà, franchement, très bon film de la part de Thierry de Peretti. En numéro 4, au pied du podium, on a Anora, la Palme d'Or qui a été primée à Cannes cette année. Anora, donc de Sean Baker, qui traite de la vie d'une travailleuse du sexe à New York.
Et d'ailleurs, on voit vraiment qu'elle vit dans un milieu très prolétaire. Elle est en colocation dans un petit appartement, elle prend le métro, tout ça. Donc on va vraiment essayer d'humaniser cette travailleuse du sexe. Et un jour, on va faire la rencontre d'un fils de milliardaire, d'un oligarque russe. Et il va avoir un peu une histoire d'amour entre les deux jusqu'à ce que, au final, les parents de ce gamin viennent un peu le remettre à l'ordre. D'ailleurs, c'est même pas eux qui vont le remettre à l'ordre, c'est ils ont des gens sous leurs ordres qui vont venir s'occuper de lui. Et déjà, c'est très intéressant parce que c'est même pas ses parents qui l'éduquent, c'est un peu des intermédiaires, quoi. Donc on voit vraiment dans les milieux très, très bourgeois, très de la haute société, ces questions d'éducation. Et ce gamin le mec il est là, il a quoi? Il a genre 20 ans, il a un énorme palace avec, on le laisse faire des fêtes, des beuveries, tout ça. Il vit vraiment quelque chose de déconnecté de la réalité. Il rencontre quelqu'un qui est vraiment tout en mode échelle sociale, qui d'ailleurs, le travail du sexe, c'est quand même quelque chose qui est très dégradé dans l'imaginaire collectif, dégradé et dégradant. Même, bon, il y aura des discussions là-dessus, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et donc, on va voir cet écart vraiment qui va être mis en exergue. Et c'est. Enfin, vraiment, ces rapports entre différentes classes sociales, en fait, on sait que leur amour ne pourra jamais voir le jour, que c'est totalement ridicule, et on le sait dès le début, ça va bien finir. Mais vraiment, la façon dont c'est montré, c'est vraiment génial. Et cette scène de fin dans la voiture avec entre Yuri Borisov, il me semble, le lecteur, et donc Mickey Madison, qui est simplement sublime. En fait, on voit que peut-être l'amour le plus profond, c'est pas celui qui passe par l'exubérance, par t'emmener à Las Vegas, par se faire marier par Elvis. En fait, c'est des choses les plus simples de la vie qui sont les plus profondément représentatives de l'amour. Et ce côté-là était vraiment plutôt bien réussi dans ce film. Donc voilà, c'est pas sur le podium, mais ça a vraiment frôlé. En 3, j'ai L'Empire de Bruno Dumont, qui est un peu une comédie de science-fiction, parodie de Star Wars. Bon, c'est un film assez spécial, vraiment très drôle, où on va un peu à la fois interroger les rapports entre bien et mal, à la fois s'en moquer. Et les choses qui sont vraiment très profondes sur la nature humaine, en fait, c'est que, qu'on le veuille ou non, il y a certaines choses qui font de nous des humains, et c'est notamment la question du désir et ce genre de choses. Et ça, c'est plutôt bien montré, c'est bien réfléchi. On a vraiment des scènes qui sont vraiment à mourir de rire, pour en parler. Bon, comme chez Dumont on a l'habitude, il va prendre quelques acteurs amateurs et on va vraiment forcer le trait. On voit vraiment que c'est pas du tout un réalisateur naturaliste, mais il va vraiment forcer le trait et avec des dialogues qui sont simplement magiques. Bon, je sais que c'est un film qui a fait beaucoup de débats, mais même je trouve que d'un point de vue de la mise en scène, c'est très intelligent. Il y a des scènes vraiment en fait, on voit des gens qui se prennent un peu pour des génies et tout, puis on se rend compte que c'est des pauvres gars sur la côte d'Opale qui sont un peu ridicules, quoi. Et cet écart vraiment entre quelque chose qui est vraiment la ruralité la plus profonde et l'espace des guerres intergalactiques qui se retrouvent mêlées entre elles, c'est très drôle et c'est l'idée de mélanger les deux, c'est vraiment génial, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment un très bon film. Il y a Antoine Goya qui a fait une très bonne critique, qui le fera bien mieux que moi sur ce film. Si vous voulez la voir, je mets en description, qui résume très bien ce film. Et voilà, c'est troisième sur le podium parce que vraiment Bruno Dumont est un très grand réalisateur et L'Empire était un très bon film de cette année. En 2, j'ai Miséricorde d'Alain Guiraudy qui est, que dire, encore une fois un film génial. Enfin, c'est comme L'Empire, c'est des films qui vont se passer dans les territoires ruraux, qui sont à la fois très drôles et à la fois dramatiques. Franchement, avoir une telle liberté dans la mise en scène, dans l'écriture, chez ces réalisateurs, c'est génial, quoi. On a des auteurs en France qui sont quand même de très bons auteurs, notamment ces deux-là, mais pas seulement. J'ai cité Louis Courvoisier tout à l'heure, j'ai même parlé du Ravissement de Eric Kaltenbach, qui est un très bon film également. Bon, bah voilà, Miséricorde, c'est tellement de choses en fait. Enfin, tellement de personnages qui sont intéressants et ce côté, voilà, revenir sur les traces du passé,
des choses qu'on n'assumait pas vraiment et que là on va dire. Voilà, encore une fois, il y a le côté d'homosexualité. Le personnage qui revient, qui je parle Félix Kissel, de là où il a fait son collège, son lycée, et il va recroiser ses anciens amis. La mère d'un de ses amis, il va loger chez elle, et puis tous ces rapports un peu ambigus, c'est pas vraiment ce que l'un pense de l'autre. Et à la fois c'est drôle, les scènes, vraiment notamment le rôle du prêtre, et c'est génial quoi, le prêtre est tellement drôle. La manière d'interroger le christianisme aussi, c'est vraiment trop intéressant. La scène où on a le prêtre et donc Félix Kissel qui discute au bord d'une falaise alors que Félix Kissel veut se suicider et le prêtre lui fait vraiment un discours mais d'une puissance magistrale. C'est très très fort comme film. Puis à la fin, bon, je vais pas tout dire, mais enfin, franchement, foncez voir ce film, quoi. C'est génial. Il y a tellement d'idées, tellement d'émotivité. C'est un très très grand film d'Alain Guiraudy, qui est un très grand réalisateur. Donc voilà, c'est vraiment deuxième de cette année parce que le premier est indétrônable. Et oui, si je dis que mon numéro 1 est indétrônable, c'est parce que c'est La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer qui est devenu un de mes films préférés de tous les temps. C'est filmer la Shoah de cette manière, c'est à la fois très original, très intelligent, très intéressant. On va pas être sur encore un film de plus sur la Shoah, on va filmer le côté horrible des camps de concentration. Et d'ailleurs, en fait, ce film aussi s'appuie, bon, je sais pas si c'est conscient de la part de Jonathan Glazer, mais sur ce qu'avait dit Claude Lanzmann sur la Shoah. Il a dit qu'on ne pouvait pas filmer la Shoah parce qu'en fait, c'est tellement terrible ce qui s'est passé qu'on ne pourra jamais faire jouer à des acteurs les vrais événements qui se sont passés dans les camps, que ce soit d'Auschwitz, que ce soit dans d'autres. Et en fait, la zone d'intérêt, vraiment, on va prendre ça, mais de manière littérale, et ne va jamais montrer les camps de concentration. En fait, on va suivre la famille de Rudolf Höss, qui était le commandant d'Auschwitz, et de sa famille qui vit mais vraiment de manière mitoyenne au camp, quoi. Leur maison vraiment borde le camp de concentration. Donc on voit la fumée qui s'élève au loin, mais on ne va jamais montrer les prisonniers. Et en fait, bon, moi je suis allé voir le film, je savais déjà de quoi ça parlait, mais si on tombe sur le film sans savoir de quoi ça parle, en fait on voit au début une petite famille bourgeoise allemande dans les années bon, il n'y a pas de temporalité si on ne sait pas, mais donc ouais, au milieu du XXe siècle. Et on voit tiens, que la mère, en fait, elle est là, elle essaie des vêtements et tout, elle en donne à ses amis. Et en fait, après, on réalise que ces vêtements, c'est des vêtements de personnes qui viennent d'être gazées, juste à côté. Et cet aspect-là, vraiment, de l'écart entre, d'un côté, la vie normale d'une famille, et de l'autre, l'horreur absolue que vivent des juifs, des tziganes, des communistes, enfin, des gens qui sont dans les camps à côté. L'écart entre les deux, c'est vraiment mais bouleversant. Et puis, en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça exprime la banalité du mal, mais dans sa plus profonde, de manière très crue, en fait. On voit que c'est une famille qui vit sa petite vie normale, sans problème. Ils vont pique-niquer, ils vont au lac, ils ont une piscine dans leur jardin, ils invitent des enfants pour jouer avec les leurs. Enfin, c'est vraiment une famille tout à fait normale. Donc ça montre vraiment que en fait les nazis, et puis là Rudolf Höss c'est quand même un des nazis les plus connus malheureusement, c'était quelqu'un qui vivait une vie tout à fait normale. C'était pas un monstre sanguinaire. En fait on voit que dans ses rapports familiaux il se comporte bon, je dirais pas comme un père modèle, mais en tout cas comme un père classique des années 40-50 quoi. Et cet écart entre le monde extérieur et le monde intérieur, c'est vraiment mais formidablement bien mis en scène. Et puis la mise en scène avec ces plans fixes là qui vont surplomber un peu la scène des fois, et puis aussi en fait les caméras vont tourner sans arrêt, du coup les acteurs ne savent pas quand est-ce qu'ils sont filmés, qu'ils ne sont pas filmés. Mais c'est absolument génial niveau mise en scène. Et la photographie aussi avec cette image un peu dérangeante qui est pas très belle à regarder, mais qui justement représente à quel point ce qu'on regarde en fait c'est pas agréable. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce film, c'est tellement complet, tellement intéressant sur tellement de points de vue que très 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 grand film. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Si je dois citer un seul chef-d'œuvre de cette année, c'est celui-là. Je sais que c'est un terme qui est un peu galvaudé, qui est utilisé un peu partout, mais en tout cas
Je trouve vraiment que c'est un chef-d'œuvre absolu et c'est clairement le meilleur film de 2024, sans aucun débat. Bon, désolé, je crois que au final ça va être un peu long le résultat final, mais voilà, je voulais vraiment faire mon top 10. Vous n'êtes pas obligé d'écouter mes arguments, vous voulez juste regarder le classement que j'ai mis, c'est déjà très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi. Là, je vais sûrement faire ça à l'avenir, reproduire pour 2025, tout ça. D'ailleurs, j'ai commencé à voir déjà peut-être quelques petits noms de films qui vont peut-être rentrer. J'ai vu Bird d'André Arnaud par exemple récemment. Bon, est-ce qu'il sera dans le top 2025? Je sais pas, en tout cas. J'ai apprécié, on verra quelle est la concurrence. Mais donc voilà, c'est un format que j'aime vraiment bien et peut-être que j'en reprendrai dans les années qui suivent. Allez, salut!